Dans les rues sombres d'Amsterdam, quand la nuit tombe et que les néons reflètent la pluie sur les pavés, un nom circule à voix basse. Un nom qui glace le sang, même parmi les criminels les plus endurcis. Ridwan Taghi. Pendant des années, cet homme a dirigé depuis l'ombre un empire tentaculaire reliant les docks du port de Rotterdam aux rues de Dubaï. Des laboratoires clandestins d'Amérique du Sud jusqu'au café marocain d'Utrecht. Un empire bâti sur la peur, la drogue et le sang. Son organisation, surnommée la Mokro Mafia, est devenue la face cachée de la criminalité néerlandaise. Une structure impitoyable mêlant jeunes sans avenir, tueurs à gages et réseaux internationaux de la cocaïne. Sous son règne, les meurtres se sont multipliés, les menaces se sont étendues jusqu'aux journalistes, aux avocats et même aux juges. Personne n'était à l'abri. Mais comment un simple fils d'immigrés marocains, né dans un quartier modeste, a-t-il réussi à devenir l'homme le plus recherché d'Europe ? Comment a-t-il échappé si longtemps à la police néerlandaise, à Interpol et même aux services de renseignement ? Et surtout, comment cet empire s'est-il finalement effondré, révélant l'un des scandales criminels les plus terrifiants du XXIe siècle ? Avant de plonger dans cette histoire où la réalité dépasse la fiction, prends une seconde. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Parce que ce que tu vas découvrir sur Ridwan Taghi et la Mokro Mafia n'a rien d'un simple fait divers. C'est une plongée dans les entrailles du crime organisé européen. Une histoire vraie, brutale, où le pouvoir se mesure en kilos de cocaïne et en vies humaines. Ce récit, tu ne l'oublieras pas. Et si tu veux que d'autres histoires comme celle-ci continuent d'être racontées, c'est maintenant qu'il faut t'abonner. Tout commence dans les années 90, dans les quartiers périphériques d'Utrecht. Les néons clignotent au-dessus des cafés marocains. Les jeunes traînent sans but, entre chômage et colère. Parmi eux, un garçon discret, les yeux sombres, l'air calculateur, Ridwan Taghi. Rien ne laisse deviner qu'il deviendra un jour le cerveau d'un empire criminel. Il observe, écoute, apprend à se fondre dans l'ombre. Les Pays-Bas, à cette époque, deviennent alors la porte d'entrée de la cocaïne en Europe. Rotterdam, deuxième port mondial, attire trafiquants et contrebandiers. Taghi comprend vite que la drogue, c'est le pouvoir. Il gravit les échelons, s'associe à des clans marocains et latino-américains. En quelques années, il tisse un réseau discret mais redoutablement efficace. La Mokro Mafia prend forme. Ce terme, d'abord utilisé par les médias, finit par devenir un symbole de terreur. Ces jeunes issus de l'immigration marocaine, autrefois marginalisés, bâtissent une organisation impitoyable. Taghi en devient le centre invisible, celui qui tire les ficelles, qui décide qui vit et qui meurt. Sa force, la peur. Aucun témoin n'ose parler. Chaque trahison est punie d'une exécution publique. Les rues d'Amsterdam se transforment en champ de bataille. Des journalistes sont menacés, des avocats abattus, des policiers disparaissent sous des balles silencieuses. Taghi règne par le silence. Son nom devient une malédiction. Mais derrière l'horreur, il y a la stratégie. Taghi ne se montre jamais. Pas de photos récentes, pas de traces numériques. Il change constamment de planque, communique à travers des messagers. La police n'a qu'un fantôme, une ombre sans visage, insaisissable. Il n'est plus un homme, mais un mythe. Pendant ce temps, l'argent coule à flot. Les kilos de cocaïne arrivent par conteneurs entiers, dissimulés entre des cargaisons de bananes ou de cacao. Chaque livraison rapporte des millions. Taghi investit, blanchit, achète des loyautés. Les plus brillants avocats défendent ses hommes. Les plus féroces tueurs exécutent ses ordres. Au sein de la Mokro Mafia, la loyauté n'existe pas. La trahison se paie au prix fort. En 2015, une série de règlements de compte secoue Amsterdam. Des fusillades à la Kalachnikov, des voitures piégées, des corps abandonnés en pleine rue. La guerre interne fait rage. Taghi, lui, reste invisible. Et plus le sang coule, plus sa légende grandit. Les autorités néerlandaises comprennent enfin l'ampleur du monstre. Interpol, Europol, la police espagnole et marocaine s'en mêlent. Mais chaque fois qu'il s'approche, Taghi disparaît.
On parle de complices dans la justice, de policiers corrompus, de millions qui achètent le silence. Personne n'est intouchable. Sauf lui. Puis, un jour, un nom apparaît dans les dossiers. Nabil B., un ancien proche du clan, décidé à parler. Il devient le premier témoin clé contre Taghi. Mais sa trahison déclenche une réaction en chaîne. Son frère est assassiné, puis l'avocat du témoin, et enfin le journaliste Peter R. de Vries. Le message est clair. Quiconque parle, meurt. À ce moment-là, les Pays-Bas basculent en déciant dans la terreur. Les citoyens réalisent que la Mokro-Mafia n'est pas un mythe, mais une armée de l'ombre capable de frapper n'importe où. Le gouvernement promet justice. Les forces spéciales traquent Taghi sans relâche. Mais l'homme le plus dangereux d'Europe est déjà loin, bien loin, à Dubaï. À Dubaï, le désert ne pardonne rien. Entre les tours de verre et les villas dorées, Ridwan Taghi se cache à la vue de tous. Protégé par des fortunes colossales et un réseau de contacts puissants, il mène une vie de fantôme. Aucun passeport, aucune trace numérique, il paye en liquide, dort dans des appartements de luxe sous des noms d'emprunt. Le monde le cherche, sans savoir qu'il vit en plein soleil. Pendant ce temps, aux Pays-Bas, les enquêteurs rassemblent les pièces d'un puzzle macabre. Chaque meurtre, chaque livraison de drogue, chaque message crypté semble mener au même homicide. Les preuves s'accumulent, mais sans lui, tout reste fragile. Les agents découvrent que Taghi contrôle ses affaires via EncroChat, un réseau de téléphones cryptés utilisé par les plus grands criminels d'Europe. À travers ces messages, il orchestre tout, assassinat, transfert d'argent, cargaison de cocaïne. Un simple mot de sa part, et une vie s'éteint quelque part dans le monde. Mais la police néerlandaise n'est pas seule. Les services secrets belges, français et espagnols unissent leurs forces. Ils infiltrent les communications, décryptent les codes et peu à peu la toile se resserre. Derrière chaque message se cache une adresse. Derrière chaque adresse, une piste. Derrière chaque piste, l'ombre de Taghi. Lui sent le danger approcher. Son cercle se réduit. Il soupçonne tout le monde. Amis, partenaires, garde du corps. Il change de lieu chaque semaine, se déplace la nuit, ne parle à personne directement. La paranoïa devient sa prison. Et dans cette prison dorée, Taghi comprend qu'il n'a plus d'alliés, seulement des ennemis et des fantômes. Les médias, eux, s'emparent du mythe. Les journaux titrent « Le Pablo Escobar des Pays-Bas ». Son visage fait la une, ses crimes deviennent des légendes urbaines. Pour certains jeunes, il incarne la réussite par la peur. Pour d'autres, il est la preuve que le système a échoué. Taghi est à la fois un monstre et un modèle. En 2019, après des mois d'enquête, la traque s'intensifie. Les enquêteurs repèrent un appartement suspect à Dubaï. Un lieu luxueux, gardé jour et nuit, sans aucune activité officielle. Une opération secrète se prépare. Les Pays-Bas contactent les Émirats Arabes Unis. Et soudain, le silence. Plus de messages, plus de mouvements. Comme si l'air lui-même retenait son souffle. Le 16 décembre 2019, la nouvelle tombe. Ridwan Taghi a été arrêté. L'homme le plus recherché d'Europe, capturé sans un tir, sans un cri. Transféré sous haute sécurité vers les Pays-Bas, dans la prison la plus surveillée du pays, Dechy. Le monstre est enfin en cage. Mais personne n'ose encore croire à la fin. À Amsterdam, un soulagement glacé traverse la population. Les rues respirent à nouveau, mais la peur reste. Car la Mokro-Mafia, elle, n'a pas disparu. Même derrière les barreaux, Zababa, Taghi contrôle encore ses hommes. Des messages filtrent depuis la prison. Des menaces, des ordres, des morts. Le roi est captif, mais son empire vit encore. Les autorités décident alors de le transférer dans une forteresse. Ebi Vught, la prison la plus sécurisée d'Europe. Cellule isolée, aucune communication, lumière constante, aucun contact humain. Taghi devient un spectre enfermé dans le silence. Mais dans ce silence, il mijote, observe et attend son heure, car il n'a pas dit son dernier mot. Dans la salle d'audience d'Amsterdam, le silence est presque religieux. Derrière une vitre blindée, Ridwan Taghi apparaît. Costume sombre, regard fixe. Aucun signe d'émotion. Le public le scrute, fasciné.
Les juges savent des termes qu'ils font face à l'homme capable de faire trembler tout un pays. Et pourtant, il ne dit rien. Pas un mot, pas un geste. Le procès commence. Le Sean Marengo Process, du nom de l'opération policière qui l'a fait tomber. Plus de 17 ans accusés, des centaines de témoins, des années d'enquête. Les procureurs détaillant les meurtres, les livraisons, les menaces. Chaque mot prononcé dans cette salle pèse plus lourd qu'une balle. Car dehors, la peur règne encore. Les témoins vivent croyant cachés, sous fausse identité. Certains disparaissent, d'autres meurent. Le message est clair. Parler, c'est mourir. L'avocat de Nabil B., Dirk Wiersum, est abattu devant chez lui. Puis vient Peter R. de Vries, le journaliste le plus célèbre du pays, assassiné en plein centre d'Amsterdam. Le pays bascule dans l'effroi. Les médias s'enflamment. Les Pays-Bas, longtemps perçus comme un havre de paix, découvrent leur nouveau visage, celui d'un État infiltré par le crime. Les journalistes parlent d'un narco-État européen. Les politiciens promettent des réformes. Mais dans l'ombre, la Mokro-mafia continue de frapper, comme si Taghi tirait encore les ficelles. Dans sa cellule à Vught, Taghi garde le silence. Ses avocats déposent des plaintes, dénoncent des conditions inhumaines. Il se dit victime d'un complot, d'une manipulation politique. Mais les preuves s'accumulent. Les messages cryptés donnent crochette, les témoins, les flux financiers, tout converge vers lui. Et pourtant, son regard reste vide, glacial. Le procès devient un champ de bataille psychologique. Chaque audience est une guerre. Les procureurs avancent leurs preuves. Les avocats ripostent. Taghi observe, impassible. Ses ennemis tombent les uns après les autres, comme si la peur seule suffisait à exécuter ses ordres, même à travers les murs. Mais dehors, une autre guerre fait rage. Des jeunes inspirés par la Mokro-mafia prennent la relève. De nouveaux réseaux apparaissent, plus violents, plus incontrôlables. La police saisit des tonnes de cocaïne chaque semaine. Mais le flux ne s'arrête jamais. Taghi n'est plus seulement un homme. Il est devenu une idée, une génération. Pendant ce temps, la presse internationale s'empare de l'affaire. Le monde découvre la face sombre des Pays-Bas. Les ports infiltrés, les fonctionnaires corrompus, les fortunes invisibles. Le modèle néerlandais tremble. Et Taghi, même enfermé, continue d'éclipser tout le reste. Il est devenu une icône du mal moderne. En 2023, un nouveau rebondissement secoue le procès. Des documents confidentiels fuitent. Certains affirment que Taghi aurait tenté d'entrer en contact avec des trafiquants mexicains, et depuis sa cellule. D'autres parlent d'une évasion planifiée. Le gouvernement renforce la sécurité, mais le doute s'installe. Peut-on vraiment enfermer un homme comme lui? Les juges annoncent que le verdict approche. Des années d'enquête, des vies perdues, un pays traumatisé. Taghi, lui, garde ce même regard, vide, noir, insondable, comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne comprend. Et dans ce silence pesant, une question hante encore tous les esprits. Et si tout cela n'était qu'un début? Le jour du verdict, un silence de plomb enveloppe le tribunal. La presse mondiale s'entasse dehors, les visages sont tendus. À l'intérieur, Taghi reste immobile, les mains jointes comme en prière. Le juge lit lentement la sentence, la prison à vie. Aucun espoir de libération, pas un frémissement sur son visage. Il ne cligne même pas des yeux. Le pays exulte, mais personne ne célèbre vraiment. Ce procès, c'est une victoire amère. Trop de morts, trop de peur. La justice a gagné. Mais à quel prix? Les familles des victimes pleurent. Les témoins vivent sous protection. Et dans les rues d'Amsterdam, les murmures continuent. Taghi a peut-être perdu sa liberté, mais pas son pouvoir. Dans les ports, la vie reprend son cours. Les conteneurs arrivent, repartent. Mais les trafiquants, eux, n'ont pas disparu. De nouveaux noms émergent. De jeunes leaders se réclament de l'école Taghi. Ils se disent les héritiers du roi tombé. Le cartel change de visage. Mais la mécanique reste la même. Le poison continue de couler. Les autorités découvrent que les routes de la cocaïne se sont déplacées.
d'Anvers à Hambourg, de Rotterdam à Valence. Le réseau de la Mokromafia s'est fragmenté, mais ses branches sont vivantes. Taghi, même enfermé, inspire encore la structure. Des ordres anonymes circulent, des meurtres surviennent, comme des échos d'un empire qui refuse de mourir. Dans sa cellule de Vught, Taghi vit dans un isolement total, 23 heures sur 24 seul, sans fenêtre, sans voix humaine. Et pourtant, les gardiens jurent qu'il garde cette même intensité dans le regard, une force étrange, presque surnaturelle. Certains disent qu'il médite, d'autres qu'il complote, mais tous s'accordent sur un point. Il ne montre jamais la peur. Dans le silence de sa cage, il repense peut-être à ses débuts. À Utrecht, aux ruelles humides, au regard plein de mépris, à cette colère froide qui l'a poussé à vouloir tout contrôler, tout posséder, tout dominer. Peut-être comprend-il enfin que ce qu'il a bâti n'était qu'un mirage, une illusion née du vide. Pourtant, dehors, son nom hante toujours les conversations. Dans certains quartiers, les enfants murmurent encore « Taghi », comme on dirait le diable. Les rappeurs l'évoquent, les séries s'en inspirent. La Mokromafia n'est plus seulement une organisation. C'est un mythe moderne, une légende urbaine née de la peur et du pouvoir. Les journalistes continuent d'enquêter. Certains reçoivent des menaces anonymes, d'autres découvrent des connexions inattendues, des flux financiers jusqu'en Amérique du Sud, des liens avec le cartel de Sinaloa. Le nom de Taghi revient, encore et encore. Même derrière les barreaux, son ombre s'étend au-delà des frontières. Le gouvernement néerlandais réforme ses services de sécurité, renforce les prisons et crée une unité spéciale contre les narco-réseaux hybrides. Mais il est déjà trop tard. Les graines sont plantées. Ce que Taghi a créé, ce n'est pas qu'un réseau, c'est un modèle, une méthode, une philosophie du crime sans visage. Le vent souffle sur Rotterdam, les lumières du port brillent dans la nuit, des conteneurs s'empilent, anonymes, silencieux. Et quelque part, parmi eux, une cargaison passe, la voix off s'éteint lentement. Ridwan Taghi est en prison, mais son empire, lui, respire encore. Ridwan Taghi est enfermé. Mais dehors, son nom vit dans les chansons, les discussions, les murmures. Dans les cafés d'Amsterdam-Ouest, on raconte encore son histoire comme une épopée. Certains le voient comme un démon, d'autres comme un héros maudit. Le monstre est devenu mythe, et les mythes, eux, ne meurent jamais. La culture populaire s'empare du phénomène. Des séries comme Mokromafia cartonnent sur les plateformes. Des millions de spectateurs suivent, fascinés, ces histoires inspirées du vrai sang, du vrai crime. La fiction et la réalité se confondent. Taghi devient un personnage, une icône du mal moderne, aussi redouté qu'admiré. Cette fascination dérange. Les sociologues y voient le signe d'un malaise profond, celui d'une jeunesse qui ne croit plus au système. Taghi incarne, malgré lui, la revanche de ceux qu'on n'a jamais écoutés, l'homme qui a défié l'État. Il y a les riches, la loi, une rébellion sans idéologie, née de la frustration et du béton. Dans les quartiers, son nom circule comme un mot de passe. « Je suis comme Taghi », disent certains jeunes trafiquants. Pour eux, c'est une promesse, celle de s'en sortir, coûte que coûte. Mais derrière cette gloire d'illusion, il n'y a que des ruines, des familles détruites, des vies perdues, et un silence qui pèse sur chaque visage. À Vught, Taghi reçoit rarement des visites. Aucun contact avec sa famille, aucun regard vers l'extérieur. Certains disent qu'il écrit, d'autres affirment qu'il parle seul. Personne ne sait vraiment, mais tous sentent que, dans cet isolement absolu, il continue d'exister. Pas comme un homme, mais comme une idée. Les enquêteurs craignent encore ses relais. Des agents de renseignement surveillent ses anciens associés, les nouveaux chefs qui montent. Car le pouvoir, dans ce milieu, ne disparaît jamais. Il se transmet, se transforme. Et le fantôme de Taghi plane sur chaque transaction, chaque meurtre, chaque rêve de grandeur. Au Maroc, dans le village d'où vient sa famille, son nom divise. Certains le maudissent, d'autres le défendent. Ils se souviennent du jeune Ridwan, timide, travailleur, rêveur. Ce qu'il est devenu, ils ne le comprennent pas. Comment un enfant sans histoire a-t-il pu incarner la criminalité la plus organisée d'Europe? Des documentaires, des livres,
Des podcasts retracent son parcours. Chaque version diffère, chaque détail s'efface ou s'amplifie. Et plus on parle de lui, plus il devient insaisissable. Ridwan Taghi n'est plus un homme. Il est devenu un mythe médiatique, une légende reconstruite à chaque mot prononcé. Pourtant, quelque chose reste constant, la peur. Les journalistes, même aujourd'hui, hésitent à prononcer son nom à voix haute. Dans les couloirs de la justice, certains baissent encore les yeux. L'emprise de Taghi dépasse la logique. Ce n'est plus une question de crime, mais de pouvoir sur l'esprit. La peur, sa dernière arme. Les Pays-Bas se regardent enfin dans le miroir. Derrière la prospérité, ils découvrent la face cachée. Corruption, trafic, inégalité. Taghi n'a pas créé ce monde. Il en est le produit, le reflet brutal d'une société qui a fermé les yeux trop longtemps. Et ce miroir, désormais, personne ne peut plus le détourner. À des milliers de kilomètres de vote, dans les jungles d'Amérique latine, le nom de Taghi continue de résonner. En Colombie, au Pérou, au Suriname, les cartels n'ont jamais vraiment rompu le contact. Ils le considéraient en vain comme un partenaire fiable, un homme d'affaires sans visage. Même enfermé, ses anciens associés poursuivant la route tracée. La poudre blanche voyage toujours. Chaque semaine, des tonnes de cocaïne partent d'Amérique du Sud vers l'Europe. Les Pays-Bas restent le cœur de cette route mortelle. Les enquêteurs découvrent de nouveaux intermédiaires. Des Néerlandais, des Espagnols, des Marocains, tous formés à l'école Taghi. Le réseau s'est décentralisé, devenu une toile invisible. Plus petit, plus discret, mais tout aussi dangereux. Les experts parlent désormais de la génération sans visage. Des groupes qui ne se revendiquent plus d'aucun chef, mais appliquant les méthodes de Taghi. Anonymat absolu, communication cryptée, exécution rapide. Le modèle Mokro est devenu une franchise du crime moderne, sans drapeau ni loyauté. Dans les bureaux d'Europol, les analystes décodent des millions de messages issus de Sky et CC, EncroChat, Anom. Des fragments de conversation montrent la même signature. Langage codé, précision militaire, froideur totale. Livraison dans 3 jours, port d'Anvers, 2400 kilos, des mots simples. Derrière eux, des fortunes et du sang. Les cartels sud-américains ont compris la leçon. Pourquoi risquer leurs hommes quand l'Europe a déjà ses propres soldats? La Mokro Mafia leur a ouvert une porte. Les docks néerlandais, belges et espagnols sont devenus des plaques tournantes. Les barons latinos n'envoient plus que la marchandise. La distribution, désormais, c'est l'école Taghi. En 2024, les opérations policières se multiplient. Des raids à Anvers, Rotterdam, Hambourg, des centaines d'arrestations. Mais chaque fois, un autre groupe reprend le relais. Le réseau est hydrauliquement vivant. Couper une tête et 2 repousse. La Mokro Mafia a cessé d'être une organisation. Elle est devenue un système. Un ancien agent des douanes témoigne, visage flouté, on en arrête un, 10 autres arrivent. Leurs connexions sont partout, les chauffeurs, les dockers, même certains agents de sécurité. C'est une toile humaine. On ne combat plus une mafia, on combat un modèle économique. Ces mots glacent le sang, car ils n'exagèrent pas. Les services secrets européens cartographient les routes. Depuis le Venezuela, la Colombie, le Brésil. Les cargos se dispersent, se camouflent dans la masse du commerce mondial. Chaque conteneur peut contenir la mort, chaque cargaison des millions. Et derrière cette mécanique, on retrouve toujours la même empreinte. Taghi, Dubaï, l'ancien refuge du baron. La ville, longtemps critiquée pour son opacité, tente de se racheter. Mais les fantômes du passé rôdent encore. Certains complices présumés de Taghi vivent toujours dans le luxe, intouchables. Leur ville adorée raconte l'histoire d'un argent sans odeur, lavé dans le sable. Les experts en criminologie l'affirment. Ridwan Taghi a changé la face du trafic européen. Il a imposé une logique nouvelle, un crime sans frontières, géré comme une entreprise. Et si l'homme est tombé, sa méthode, elle, reste debout. Parce qu'en vérité, la Mokro Mafia n'a jamais cessé d'exister. Elle a simplement appris à devenir invisible. Derrière les chiffres et les armes, il y a des visages, des familles, des mères,
Des frères qui n'ont jamais compris comment leur fils est tombé dans cet enfer. Dans les banlieues d'Amsterdam, le mot « mokro » ne désigne plus une origine, mais une peur. Les mères ferment les volets, les pères regardent par la fenêtre. Le danger n'a plus de nom. Il a une ombre. Un ancien membre du clan parle pour la première fois. Sa voix est brouillée, son visage caché. J'avais 17 ans quand j'ai commencé. On me payait pour surveiller des voitures, livrer des sacs. Après, j'ai tenu une arme. Je n'ai pas compris que je ne pouvais plus revenir en arrière. Son témoignage résonne comme un écho de centaines d'autres. Une jeunesse avalée par la promesse du pouvoir. Les témoins sous protection vivent dans la peur constante. Nabil B, le principal témoin contre Taghi, change de domicile toutes les semaines. Il ne voit plus sa famille. Il sait que chaque appel, chaque pas peut être le dernier. Quand j'entends un bruit derrière moi, je crois toujours que c'est lui, même en prison. Il est là. La mère d'une victime accepte de parler, dos à la caméra. Mon fils a été abattu à la sortie d'un café, il n'avait rien fait. Il connaissait juste la mauvaise personne. Elle baisse la tête. Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste dormir, sans imaginer son visage chaque nuit. Le silence qui suit pèse plus lourd que les mots. Dans les écoles, les enseignants racontent la peur silencieuse. Des élèves glorifient Taghi comme un modèle de réussite. Les professeurs tentent d'expliquer qu'il n'a rien gagné. Mais dans des quartiers où l'espoir est mort, la violence devient une langue, un rêve. Et Ridwan Taghi, malgré lui, en est devenu le dictionnaire. Un psychologue criminel témoigne, Taghi n'est pas fou. Il est rationnel, méthodique. Ce qui le distingue, c'est l'absence d'émotion. Il ne ressent ni remords, ni peur. Pour lui, tout est une équation. Le risque, la récompense, la mort. Il incarne le mal administratif. Froid, sans haine ni passion. Une phrase qui glace. Le monstre n'a pas de cœur. Il a un plan. Certains de ses anciens complices ont disparu. D'autres vivent sous de fausses identités. Tous racontent la même chose, l'emprise psychologique. Taghi ne menaçait pas seulement la vie de ses hommes, il contrôlait leur esprit. Quand il te regardait, tu savais qu'il savait. Un contrôle total, une religion de la peur. Dans les rues d'Amsterdam, les passants n'osent plus parler du procès. Même aujourd'hui, le simple nom Ridwan suffit à faire taire une conversation. Les cafés ferment tôt. Les policiers évitent en certains quartiers. La mocro-mafia n'est plus visible, mais son ombre pèse sur la ville, comme une brume toxique. Une nouvelle génération grandit sans savoir. Certains enfants portent donc le même nom que d'anciens complices. Ils sont rejetés, jugés, parfois menacés. Mon père, c'était juste un chauffeur, dit un adolescent. Mais pour les autres, je suis déjà coupable. La criminalité de leurs parents est devenue leur héritage. Un fardeau silencieux. Et pendant ce temps, dans une cellule sans fenêtre, Ridwan Taghi reste seul. Ni amis, ni famille, ni horizon. Le silence lui répond. Mais même ce silence semble respirer. Parce que quelque part, quelqu'un, en ce moment, applique encore ses ordres. Et tant qu'une cargaison partira d'un port européen, son empire continuera de battre. Le gouvernement confirme ce matin la création d'une cellule anti-narco d'urgence. Des liens entre fonctionnaires et trafiquants ont été révélés. Les titres défilent à l'écran. Le scandale éclate. Le procès Taghi n'est plus une affaire criminelle. C'est devenu une crise d'État. Les Pays-Bas découvrent l'ampleur du poison qui les ronge. Dans les couloirs du Parlement, le ton monte. Les députés s'accusent mutuellement d'inaction. Certains dénoncent la naïveté du pays face au crime organisé. D'autres parlent de complaisance. Nous avons laissé nos ports devenir les autoroutes de la drogue mondiale. Les mots claquent comme des balles. Le système tremble. Rotterdam, poumon économique de l'Europe, est devenu le principal point d'entrée de la cocaïne sur le continent. Chaque jour, plus de 30 000 conteneurs y transitent. Comment contrôler un monstre pareil? Les douaniers sont dépassés, sous-équipés. Les trafiquants, eux, sont riches, patients, organisés. Et derrière, eux, l'ombre de la mocro-mafia plane encore. Les premières têtes tombent. Un douanier arrêté pour corruption.
un policier suspendu pour complicité. Les enquêtes révèlent des versements discrets, des menaces, des familles sous pression. La Mocro-Mafia n'avait pas seulement infiltré les rues, elle avait infiltré le système. Et c'est cela, la véritable peur, quand la justice elle-même tremble. Un ancien ministre de la Justice déclare, le visage fermé, « Nous n'avons pas perdu contre un homme. Nous avons perdu contre une structure. Ridouane Taghi n'a pas créé la corruption, il l'a exploitée. » Ces mots résonnent comme un aveu. Les institutions n'étaient pas prêtes à affronter un crime organisé, globalisé, technologique, invisible. L'Europe entière prend conscience du danger. La Belgique, la France, l'Espagne, le Maroc, tous collaborent désormais. Des équipes mixtes traquent les flux financiers, les serveurs cryptés, les liaisons aériennes suspectes. Un nouveau mot entre dans le vocabulaire des forces de l'ordre. Narco-Europe. Aux Nations Unies, les Pays-Bas prennent la parole. Le trafic de drogue n'est plus une question criminelle. C'est une menace politique, économique et sociale mondiale. Les images défilent, cartes, chiffres, visages. Et dans les couloirs de l'ONU, certains murmurent déjà « Le cas Taghi n'est que le premier d'une longue série ». Des rapports secrets évoquent la peur d'une contagion. D'autres mafias s'organisent sur le même modèle, flexible, numérique, connecté. La Mocro-Mafia a ouvert la voie à une nouvelle ère du crime global. Une ère où les frontières ne signifient plus rien, où l'argent circule plus vite que la loi et où la peur devient la monnaie universelle. Face à cette menace, les gouvernements européens renforcent leur coopération. Des drones surveillent les ports, les transactions bancaires sont tracées, les échanges cryptés analysés. Mais malgré tout, les cargaisons continuent d'arriver. Le crime s'adapte toujours plus vite que la loi. Et dans cette guerre invisible, l'État semble toujours un pas en retard. Ridouane Taghi est enfermé depuis des années. Pourtant, ses décisions influencent encore les politiques, les budgets, les stratégies de sécurité. Un homme, un seul, aura forcé toute l'Europe à revoir sa définition du pouvoir. Et quand le pouvoir tremble, c'est toute la société qui se fissure. À Vught, le temps s'est arrêté. Ridouane Taghi ne parle plus, ses yeux ne trahissent rien. Certains gardiens disent qu'il sourit parfois, sans raison. D'autres jurent sans qu'il écrit. Personne ne sait à qui. Mais dans les prisons du Maroc, de Dubaï et d'Espagne, d'autres hommes reprennent sa méthode. Le corps est enfermé, mais l'esprit s'est divisé. Ses fils, Faisal et Adil, grandissent dans l'ombre du nom maudit. Les services secrets pensent qu'ils ont déjà repris certains contacts. Jeunes, éduqués, connectés, ils incarnent une nouvelle génération du crime. Plus propre, plus technologique, plus silencieuse. Leur arme n'est plus la Kalachnikov. C'est le code, l'argent et les écrans. Le nouveau crime ne se cache plus dans les rues, mais dans les serveurs. Les communications passent par des messageries impossibles à tracer. Les cargaisons se financent en crypto-monnaie. Et les anciens soldats de la Mocro-Mafia deviennent des hackers, des logisticiens, des financiers. Le cartel 2.0 est né. Comme toujours, il se réclame d'un seul nom, Taghi. Les enquêteurs parlent d'un héritage toxique. Un modèle criminel si efficace qu'il inspire déjà d'autres mafias en Allemagne, en Italie, en Scandinavie. Le phénomène Mocro s'est exporté, transformé, dilué. Aujourd'hui, il ne reste plus une organisation, mais une idée. Et les idées, elles, sont immortelles. Les Pays-Bas vivent désormais avec cette cicatrice. Des écoles portent encore le nom des victimes. Des journalistes continuent de raconter l'histoire malgré la peur. Et chaque fois qu'un nouveau meurtre éclate dans le port d'Anvers ou les rues d'Utrecht, une phrase revient, murmurée entre deux silences. C'est encore lui, même si tout le monde sait qu'il est enfermé. L'histoire de Ridouane Taghi n'est pas celle d'un homme. C'est celle d'un système qui a permis à la peur de devenir une monnaie. Un monde où la réussite se mesure au silence des autres, où la loyauté s'achète et où la vie ne vaut rien. Taghi n'a pas inventé ce monde. Il s'y est simplement reconnu. Mais tout n'est pas perdu.
des voix s'élèvent. Des associations, des professeurs, des anciens membres du clan travaillent à sauver les jeunes avant qu'ils ne tombent. Ils racontent l'autre version, celle de la honte, de la peur, du néant derrière le pouvoir. Parce que comprendre le mal, c'est le premier pas pour le vaincre. Et pendant que le monde tourne, dans une cellule sans fenêtre, Ridwan Taghi vieillit. Son empire est, lui survit, mais il ne le contrôle plus. Peut-être dans le fond, c'est cela la vraie punition. Voir son nom lui échapper, devenir un symbole qu'il ne maîtrise plus. Un monstre sans maître. L'histoire de la Mokro Mafia n'a pas de fin, parce qu'elle n'a jamais été qu'un miroir tendu à une société qui préfère ignorer ce qu'elle a laissé grandir dans son ombre. Et tant que ce miroir ne sera pas brisé, d'autres Taghi naîtront, sous d'autres noms, avec les mêmes rêves et les mêmes cicatrices. Ridwan Taghi est derrière les barreaux, mais son histoire continue, dans les ports, les rues, les écrans, une histoire de pouvoir, de silence et de peur. Et peut-être qu'un jour, un autre nom viendra la remplacer. Parce que le mal ne meurt jamais, il change seulement de visage. Si cette histoire vous a marqué, si vous pensez qu'il faut parler de ce qui se cache derrière les murs du crime, alors abonnez-vous, partagez et donnez de la voix à ceux que le silence a fait taire. Parce que tant qu'on raconte, le mal recule.